Nous arrivons à l'avant-dernier temps de cette belle plénière, 21e du nombre. Je vais demander à Hugues Mély de venir nous rejoindre à la fois pour faire une synthèse en compagnie de Cyril et également répondre aux questions que vous avez eu le loisir de nous poser. Tout va bien, Hugues? Tout va très bien. Merci, voilà. Merci. Vous m'entendez? Oh, on vous entend parfaitement bien. Alors les questions, vous avez eu l'occasion de les poser depuis le début de cette soirée. On a démarré un peu en retard, donc nous sommes quand même dans le timing. Il y a une première question, et puis on fera la synthèse de ce que l'on a entendu. Est-ce que l'IA peut nous aider dans la vie de tous les jours? Question très pragmatique. Cyril? Oui, alors c'est le cas. Moi, j'ai présenté ChatGPT à ma mère. Et ma mère, elle a eu du mal à utiliser déjà un peu Internet. Elle m'en voudra pas si je dis ça là, mais elle a eu du mal à comprendre qu'il fallait pas taper son adresse mail dans la barre de recherche de Google pour accéder à la boîte mail. Donc j'ai du mal à expliquer. Par contre, quand je vais présenter ChatGPT, elle comprend très bien ChatGPT. Et aujourd'hui, par exemple, elle l'utilise pour rédiger des courriers juridiques. Je prends un autre exemple, GPT-4. Si vous prenez votre frigo en photo et vous lui demandez voilà, qu'est-ce que je peux faire comme recette avec ce qu'il y a dans mon frigo, il est capable de vous le dire. Si vous avez quelque chose de cassé, vous le prenez en photo, vous lui demandez comment je répare ça, il est capable de le faire. Et si vous avez un outil ou un appareil numérique dont vous n'avez plus le manuel d'utilisation, vous le prenez en photo et vous lui dites trouve-moi le manuel d'utilisation, il le fera. Donc oui, c'est un assistant dans la vie personnelle, c'est important. Dans la dimension de formation, je crois que ceux qui progressent très vite l'utilisent dans les deux situations, perso et pro. Allez, on va prendre une seconde question qui doit, si tout est bien fait, s'afficher sur l'écran. La première, c'était est-ce que l'on peut donc, est-ce que l'on peut mesurer le QI d'une IA? Voilà. Eh bien oui, il y a des tests qui sont... Ah bah là c'est mieux, là on voit bien. Voilà, qui sont faits effectivement. Alors il y a des tests un peu références. C'est comme ça qu'on compare d'ailleurs les IA entre elles. Il y a notamment Hugging Face qui tient à jour un tableau de comparaison des modèles open source pour comparer les modèles entre eux. On a notamment récemment vu beaucoup ces différents tests de QI un peu des IA sur différentes dimensions passer, puisque Google a annoncé la sortie de sa future IA. Il revendique le fait qu'elle soit meilleure que GPT-4. Et effectivement, on a vu dans les tests qu'a priori, il était devant, même si on a appris que la vidéo de démonstration qu'ils ont mis en avant était truquée. Donc voilà, donc en même temps, on a un doute et on attend de voir ce qui va en être vraiment. On va prendre une troisième et dernière question qui va s'afficher vraiment en grand. Comment l'éducation doit-elle évoluer pour préparer les étudiants à un avenir où l'IA sera omniprésente? Alors ça, c'est intéressant. C'est encore pour vous, Cyril. C'est encore pour moi. Alors, c'est les clients qui nous ont sollicité le plus tôt, nous, dans leur transformation. Dès avril dernier, les enseignants ou des écoles nous ont sollicité, des universités. On travaille avec plusieurs d'entre elles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les enseignants, certains sont venus me voir, ils m'ont dit, moi, l'IA, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas du tout envie de toucher à ça. Et pourtant, ça a changé mon métier parce que maintenant, je ne peux plus faire des devoirs maison. Et donc, il y a eu cette dimension-là. Donc, effectivement, il y a une vraie interrogation. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on construit la compétence au XXIe siècle? Alors, je pense que c'est comme les écrans. Je pense qu'il va falloir qu'on établisse aussi des temps où on va prendre ou faire de l'enseignement sans IA. Puis ensuite, très vite, il va falloir, bien entendu, à partir d'un certain âge, l'ONU a rendu un rapport en disant qu'à partir de 13 ans, l'IA pouvait intégrer les salles de classe pour aider justement les enfants, les étudiants à en tout cas s'en emparer. Et l'autre rapport, c'est ce qu'on va appeler la différenciation pédagogique. Aujourd'hui, les enseignants ont compris cependant, une fois qu'ils ont, ils ont passé la déprime du fait de dire « je ne peux plus faire de devoirs maison », ils ont aussi compris très vite qu'ils n'auraient plus de copies à corriger, parce qu'en fait, les copies, ils vont pouvoir les corriger de manière automatique. Et pour chaque copie corrigée, l'IA va pouvoir établir un plan de progression individuelle tenant compte de tout l'historique de l'étudiant. Et eux, ils n'auront plus qu'à relire, parce que c'est encore la notion de responsabilité de double check. C'est l'enseignant ensuite qui relit ça et va pouvoir ensuite le transmettre à l'étudiant. Donc il y a toutes ces dimensions pédagogiques qui vont se transformer, mais tout est encore à penser à cette époque-là. Eh bien, nous allons arriver et nous allons mieux faire que l'IA parce qu'en 2 minutes chrono, Hugues, vous allez nous livrer un peu la synthèse des synthèses de ces discussions autour de l'intelligence artificielle qui était le thème central, bien évidemment, on l'a bien compris, de ces 21e rencontres et 21e plénières du MEDEF 35. Alors, 2 minutes, c'est un cahier des charges exigeant. D'abord, IA et IA générative, pas de confusion, il y a de l'intelligence artificielle dans énormément d'entreprises et d'applications depuis longtemps. On a vu Pure Control, on a vu Léocare, on a vu West France, bien évidemment. IA générative,
beaucoup plus ludique, beaucoup plus médiatique, beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus récent aussi, mais ça ira très vite. Donc IA n'est pas nécessairement IA générative, et IA générative, c'est le sujet de l'actualité. Deuxièmement, IA, intelligence artificielle, AI, Artificial Intelligence. Je n'aime pas le terme artificiel, je l'ai entendu en filigrane dans beaucoup d'interventions. On préférera le terme augmenté, et ça tombe bien, parce que ça s'abrège de la même façon dans la langue de Molière et dans celle de Shakespeare. Intelligence augmentée, je viens augmenter l'intelligence de l'humain, ça a été très bien illustré par Fabrice Bazard. Et j'irai même un cran plus loin en disant que dans la langue de Shakespeare, intelligence, ce n'est pas nécessairement l'intelligence telle qu'on l'entend dans la langue de Molière, c'est plus largement la connaissance. Donc je pousserai un cran plus loin en parlant de connaissance augmentée. L'IA permet d'augmenter la connaissance de l'humain. Voilà ce que je voulais dire. C'est très enthousiasmant de voir qu'en Ille-et-Vilaine, beaucoup d'entreprises, dès à présent, se sont appropriées l'IA, commencent à s'approprier l'IA générative. La démonstration de Digitaléo, à cet égard, était très parlante. Il faut continuer. Je pense qu'on peut être le département et par extension la région, la Bretagne, qui, une fois encore, saura croiser pleinement cette vague technologique avec ces industries représentatives. Imaginez-vous un seul instant, c'est un peu triste de l'évoquer, ce que dans le domaine de l'armement, dans le domaine de la défense, on peut faire avec l'IA. On a à Bru la DGA EMI, maîtrise de l'information, s'emparera-t-elle de l'IA et en particulier de l'IA générative de la même façon qu'elle s'est emparée de la cybersécurité? Quel croisement d'ailleurs entre les deux, quel magnifique croisement entre la cybersécurité et l'IA. Il nous faut donc à nouveau construire un leadership important dans ce domaine et on y arrivera bien évidemment. En tout cas, Rennes a eu la visite du CEMAT, le chef d'état-major national de l'armée de terre à Rennes, qui a annoncé justement que la Bretagne et Rennes devenaient vraiment un centre très important. Le centre des transmissions va évoluer en centre du digital, du numérique, avec l'intelligence artificielle, avec également tout ce qui s'ensuit. Donc, on devient véritablement une place forte, mais ça avait été aussi initié par Jean-Yves Le Drian en son temps. Merci, je crois qu'on peut vraiment vous remercier, Hugues Mély. Vous êtes vice-président au MEDEF d'Ille-et-Vilaine en charge de la prospective, transition numérique et nouveaux modèles de gouvernance. Vous êtes également le PDG de cette très belle société, Nidji, qui nous a offert ce soir vraiment de belles transformations et démonstrations. Et grand merci à Cyril De Souza Cardozo, directeur général de l'entreprise Polaria, entrepreneur et essayiste. On peut vous applaudir, vous et tous les deux.